Bonjour à tous. Dans ce numéro de Marque-Page, nous ferons exceptionnellement un peu d'histoire. Je dis souvent que notre histoire, c'est ce qui fonde le mieux notre identité. Aujourd'hui, j'ai choisi donc de vous parler en compagnie de Monsieur Barthélémy Niepa de la métamorphose du pays Kroumen. Un très beau livre que moi j'ai pris énormément de plaisir à lire. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'invite Monsieur Barthélémy Niepa pour nous en parler un peu plus en longueur. Merci infiniment d'être venu. Merci. Et je dois vous dire particulièrement merci parce que moi, mon rêve a toujours été de voir des intellectuels comme vous s'approprier notre histoire à nous. Parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur de notre propre histoire que nous-mêmes. Alors, j'ai beaucoup apprécié la préface de Monseigneur Alexis Touably Youlou, qui pose bien les contours du contenu de ce livre. Il dit d'ailleurs que ce livre est un rêve, le rêve du peuple krou de se mettre debout, et il dit car la position normale d'un peuple, c'est d'être debout. Et je pense très sincèrement qu'il a bien fait, d'autant que on dit souvent que les Kroumen sont un peuple guerrier. Est-ce que je me suis trompé? Non, pas du tout. Alors, d'où viennent les Kroumen? C'est quoi leur origine? Et surtout, d'où viennent-ils, je veux dire, dans l'histoire, d'un point de vue géographique, d'où viennent-ils? Ben, il faut distinguer le Kroumen du Krou. Parce que le Kroumen fait partie du grand groupe Krou, dont l'origine, bon, on l'a un peu esquissé dans l'ouvrage, qui viendrait de très loin. Ça, c'est à vérifier. Nous laissons le temps à d'autres personnes. Oui, on dit qu'ils viennent de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. Et avec un grand détour... Voilà, passant par le delta du Niger dans le pays Ibo, oui, en remontant dans la zone de la Casamance, avant de redescendre. Mais ce qu'on sait, c'est que déjà entre le 14e et le 15e siècle, ce peuple-là était en contact avec des Portugais. Oui, tout à fait, depuis le 11e siècle. Depuis le 11e siècle. Ah oui. Depuis le 11e siècle, parce que déjà, avant cette période, ils étaient déjà installés dans cette partie occidentale de l'Afrique. Lorsque, avant la période précoloniale, vous verrez les cartes, le grand groupe Krou, qui est composé des Bété, des Guéré, disons, occupe la partie, allez dire, ouest de la Côte d'Ivoire et la partie est de l'actuel Libéria. Donc déjà, tout ce grand groupe-là, dont fait partie le Kroumen, était déjà installé sur ces territoires. Alors, comment se sont-ils installés là, justement? Ben, l'histoire nous indique qu'ils sont venus par petits groupes. Et bien entendu, étant de la même origine, c'est, j'allais dire, les aléas de déplacement qui ont fait que bon, les langues ont connu des différences. Donc les Kroumen, évidemment, nous l'indiquons, serait vraiment partie d'un autre groupe qui existe au Libéria qu'on appelle les Krao. Voilà, les Krao existent au Libéria. Voilà. Et le groupe, c'est qu'il y a une déformation angliciste, disons, des Kroumen. Ouais. Voilà, mais c'était déjà ces Krao-là. Les membres d'une équipe. Voilà, l'équipe, disons, les membres d'une équipe. Donc, c'était ces Krao-là qui ont été les premiers à être en contact avec les Portugais et les Anglais. Alors donc, Kroumen ne viendrait pas du nom à vous lire, hein. Donc Kroumen ne viendrait pas de Krou, cet explorateur Crooks. Ah si, il y a tout ça. Il y a un peu de tout ça. Le capitaine Crooks, ouais, qui aurait été un des premiers navigateurs à recruter, disons, des membres de cette tribu, les Krao-là. Alors on a fait tout de suite, disons, la combinaison entre les membres de l'équipe de Krou, voilà, Kroumen, ouais, et l'équipe, disons les Krao, d'où étaient originaires ces navigateurs. J'ai beaucoup apprécié la démarche pédagogique de votre ouvrage. Mon seul regret, c'est qu'à la fin de l'ouvrage, il n'y ait pas de bibliographie. C'est-à-dire que d'autres références bibliographiques qui nous permettraient d'aller encore creuser cette histoire-là. Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Bon, c'est vrai, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'écrits là-dessus. D'accord. Et ça, vous le dites voilà, si bien voilà, il y a beaucoup d'écrits. S'il en existe, et que ce que nous avons consulté, c'est l'ouvrage de Bernard Olas, qui porte la tradition Krou, qui a été ça, vous l'avez cité dans le livre. Voilà, je l'ai cité par honnêteté. Et c'est qui, voilà, donc c'est ce que nous avons consulté véritablement. Alors, moi, je dois reconnaître donc la grande sincérité dans la démarche intellectuelle. Ce livre est très riche, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait l'originalité des crewmen au sein, dans le concert des autres peuples de la Côte d'Ivoire? Oui, du point de vue culturel, il y a un certain nombre d'éléments qui font l'originalité. C'est d'abord la kola. Tous ceux qui ont fait le pays crewmen savent ce que c'est que la kola. Parce que la kola a une valeur spirituelle. Voilà, spirituelle, mais en même temps, ça a une connotation d'hospitalité. Vous ne pouvez pas recevoir un étranger en pays crewmen sans lui donner la kola. Voilà. Si c'est quelqu'un qui connaît cette tradition, qu'il arrive chez vous, vous ne lui donnez pas la kola, il va s'inquiéter. Et même pour la question, qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous ne puissiez pas m'accueillir de façon favorable. Alors, d'accord. Et cette originalité est d'autant plus importante, marquante que dans votre livre, vous précisez très bien que, en fait, quand un étranger vient en pays crewmen, l'étranger est considéré un peu comme soit, je vais dire, l'ancêtre qui revient, ou c'est un envoyé de Dieu, donc de Nyosua. C'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, cette relation à l'étranger, elle est aussi particulière au peuple crewmen. Oui, disons que notre hospitalité, est aussi bien qu'elle est matérialisée par la kola, a une charge, j'allais dire, spirituelle. Voilà. L'étranger est toujours accueilli comme quelqu'un qui est bienvenu, qui apporte le bonheur. À telle enseigne que dans la tradition, lorsque vous êtes quelque part et que vous mettez 2 à 3 jours et que vous ne recevez pas un étranger, vous vous inquiétez. Et vous appelez les membres pour que les jours qui arrivent, les heures qui arrivent, là, que vous receviez au moins un étranger. C'est même une injure dans le village. Toi qui n'as jamais reçu d'étranger, voilà. toi chez qui un étranger n'a jamais mangé. Ça, c'est une injure parce que nous considérons l'étranger comme, j'allais dire, le fondement même de notre rapport avec Dieu. Très bien. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans votre livre, c'est cette histoire en relation au peuple Aouré, à propos de Gleignepa, qui a été cette divinité qui les a protégés face aux colonisateurs. Racontez-nous. C'est une légende ou... Non, c'est pas une légende. Puis la preuve est que les Abourés eux-mêmes, ils le reconnaissent et ils ont cette considération qu'ils ont avec les Kouroumen par rapport à cela. Donc ce n'est pas de la fabulation. Gleignepa, dans les façons étymologiques, Gnepa, c'est la déformation de Nyonpa. D'accord. Nyonpa, c'est-à-dire celui qui s'est anobli. Et puis ensuite, le blé, c'est Gbélé, c'est-à-dire la mutualisation de toutes les forces mystiques et mythiques pour qu'on ennoblisse cet esprit, ce génie, pour qu'il devienne plus puissant. Donc c'est la contraction de Gbélé Nyonpa qui a donné Gleignepa. Et le nom Gnepa, qui est mon homonyme, évidemment, ça signifie tout simplement un noble, celui qui s'est anobli. Voilà ce que ça veut dire. Alors, revenons à cette histoire-là. Comment... Oui, avec les Abourés, nous l'avons dit par rapport à nos alliances. Ouais. Parce que ça aussi, nous avons dit que voilà d'où nous venons. Voilà ce que nous avions trouvé. Avec qui nous avons tissé un certain nombre d'alliances. Mais ce que nous n'avons pas trouvé en place, mais avec qui nous avons des rapports fraternels. Ça, nous les avons énumérés. Ce que nous n'avons pas trouvé en place, mais avec qui les Kouroumen ont des rapports fraternels, c'est les Abourés. Ils ne sont pas de cette zone. Mais on a eu ces rapports-là parce qu'ils ont entendu parler de Gleignepa comme étant une force, un esprit protecteur. Ils sont allés en consultation. Et ils ont eu, j'allais dire, les résultats qu'ils recherchaient. Et à partir de cet instant-là, ils ont pris l'engagement, eux aussi, d'être les enfants de Gleignepa. C'est comme ça que s'établissent nos rapports avec les Abourés. D'où le fondement de cette alliance-là. Oui, de cette alliance avec les Abourés de Mossou. De Mossou. Voilà, les Abourés de Mossou. Alors, on remarque que l'organisation sociopolitique des Klapo est très structurée.
décrivez-nous. Il y a 5 niveaux d'organisation. Oui, il y a deux types d'organisation. Il y a l'identification de l'individu. Oui. L'identification en tant qu'individu. Donc, qui s'identifie par rapport à un espace, par rapport à une communauté. Voilà. Quand tu t'identifies vis-à-vis d'un étranger, tu dis, je m'appelle tant, je suis de telle famille, de tel village, de telle tribu. Tout de suite, si la personne a une idée de ce que tu dis, te situe. Même peut se rappeler, peut même faire la cartographie de tes parents, de ta famille. Maintenant, en tant que société, nous sommes une société militarisée, donc hiérarchisée. Voilà, hiérarchisée. Le plus bas niveau que nous appelons les enfants, oui, les péténinipo. Ouais. Voilà, péténinipo, ça veut dire que les enfants qui ramassent les excréments, voilà, donc ils sont chargés de l'assainissement, de la propreté du village. Et puis il y a les clipos. Les clipos, ce sont, j'allais dire, des gens qui sont chargés de la sécurité du village, de la communauté. Voilà, la communauté. La défense des intérêts. Voilà, la défense des intérêts. Si, mais que ce soit un crewman, un autre crewman qui arrive dans un village, on le met, j'allais dire, en face d'un individu de cette catégorie pour jauger sa capacité à être intégré dans la communauté ou bien dans le village qu'il vient. Donc, ils se battent. Ouais. Ils se battent pour voir si c'est un vrai garçon. Un vrai garçon. Un vrai garçon. Et puis, il y a les salipos qui, eux, sont des conducteurs d'hommes. Voilà, ce sont des conducteurs d'hommes, on peut dire dans l'armée, ce sont des capitaines qui conduisent des troupes. Voilà, donc pour défendre tout ça. Et puis il y a maintenant les salipos ou les bekepo qui sont des sages. Ce sont ceux-là qui conçoivent les lois. Voilà, qui conçoivent. Donc les salipos ou bien les bekepo, ce sont donc les gens de la sagesse. Je reviens à cette relation à l'autre, cette altérité-là, teintée d'une certaine spiritualité, comme vous le disiez tout à l'heure. Elle est très marquée chez les crewmen. Mais en même temps, on a assisté à un bannissement de peuples étrangers dans les années, je vais dire, 98, voilà. 99. Comment expliquer cela? Oh, ben, la loi, voilà, c'est une loi traditionnelle. La loi du bannissement n'est pas seulement appliquée aux étrangers, c'est même appliquée aux crewmen. Ça, il y a plusieurs cas comme ça. Pourquoi? Parce que le crewman, le salut est collectif. Le salut n'est pas individuel. Le salut est d'abord collectif. Donc, un homme ne peut pas prendre des initiatives qui puissent verser le sang de d'un autre humain. Donc, lorsque vous le faites, vous dérangez les règles de la communauté. Et lorsque c'est le cas, surtout lorsqu'il s'agit dans le cas disons, d'un crime, on vous exclut de la communauté. Parce que pour un homme, pour un crewman, lorsqu'il est dans la société, c'est là qu'il se sent en sécurité. C'est là qu'il se sent à l'aise et même protégé. Mais lorsqu'il est exclu de cette communauté-là, il perd donc, j'allais dire, tous ses sens. Donc il n'a pas pire prison que d'excommunier quelqu'un de sa tribu. Ça, c'est d'abord ça. Voilà le fondamental. Que ce soit un crewman, lorsqu'il s'agit d'une femme, c'est 3 ans. Lorsqu'il s'agit d'un homme, 4 ans. Lorsqu'il y a d'un individu qui est étranger à la communauté, on lui applique les 7 ans. C'est ce qui s'est passé dans le cas, disons, des Burkinabés. Ce n'était pas parce que c'était des Burkinabés, mais c'était la règle qu'il fallait appliquer. Parce qu'on l'applique aussi à des Kromènes. Aujourd'hui, le peuple Kromène, dans sa mutation, est également confronté au défi du modernisme, au défi également des changements que connaissent nos sociétés. Tout à fait. Comment aujourd'hui le peuple Kromène s'adapte-t-il? Bien entendu, c'est ça qui fait l'objet de notre ouvrage. Pour montrer, c'est vrai, il fallait répondre à des questions. Qui est le Kromène et quelle est la différence entre Kromène et Klapo? C'est très important. Voilà, pour savoir où nous allons. Voilà, où nous allons. Mais ce sont les signaux que nous observons dans l'évolution de la société et qui doivent nous interpeller. D'abord, il y a la question du foncier, qui est un problème. Un gros problème. Un gros problème, c'est-à-dire les rapports entre l'individu et la terre ont changé. La terre n'était pas une propriété individuelle. Or, aujourd'hui, avec, disons, le capitalisme où il faut accumuler, j'allais dire, la richesse, la terre devient une propriété individuelle. Ça change les données.
Ça change la donne. C'était pas un bien collectif, enfin, un bien individuel, c'était un bien collectif dont la gestion se faisait de façon collective. Or, aujourd'hui, il faut être propriétaire d'État. Ça change et ça dérègle tout le fondement de la société. Ce qui fait que, bon, il faut observer. Et par rapport à la loi moderne, il y a aussi des difficultés d'application vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est un élément. Mais il y a aussi l'autorité. Nous sommes une société militarisée, nous ne sommes pas un royaume où, j'allais dire, le respect de la hiérarchie s'impose. Là, c'est celui qui est fort, c'est lui qui s'impose. Or, aujourd'hui, ce n'est plus la force physique, c'est le numéraire. Donc, forcément, les règles sont en train d'être modifiées et nous n'avons plus de repères. Ce sont ces questions-là que nous posons. Nous n'avons pas la solution, mais nous disons, voilà les problèmes qui font que notre société est un peu déréglée. Voilà, un peu déréglée. Il faut qu'on puisse l'observer de façon objective, froidement, pour que, bon, on puisse aborder toutes ces questions-là. Alors, il y a le défi de la cohésion sociale. Oui, nous avons deux éléments sur lesquels, enfin, deux leviers que nous pouvons prendre. Il y a d'abord le fait que nous sommes un peuple hospitalier, où l'étranger est considéré comme un envoyé de Dieu. Est-ce que vous ne faites pas un peu les frais de votre grande hospitalité? Ben si, ça forcément. Ouais. Lorsque vous avez une telle conception, c'est que tous ceux qui viennent, vous les accueillez. Mais ceux qui viennent, vous ne les maîtrisez pas toujours. Donc il peut y avoir des comportements qui peuvent dérégler votre société. Et c'est pour cela qu'il faut être suffisamment fort, pas pour repousser les autres. Nous n'avons pas les moyens. Le gouvernement n'a pas les moyens de dire arrêtez de venir, non, c'est pas possible. Mais comment faire pour qu'il y ait cette symbiose entre ceux qui arrivent et puis ceux qui trouvent la place pour qu'il n'y ait pas ces confrontations que nous avons observées en 1998. Bon, c'est une expérience, nous l'avons vécue et nous pensons que nous sommes forts de cette expérience-là pour donner des leçons aux autres communautés. Pour dire, nous l'avons vécu, mais voilà comment nous gérons. Vous le dites si bien dans votre conclusion, c'est d'ailleurs le dernier paragraphe. Aussi, l'analyse des signes de l'évolution de cette partie de la Côte d'Ivoire permet-elle non seulement d'apprécier les mutations qui s'opèrent à la fois au plan sociologique, économique et écologique, mais aussi d'éviter que cet Eldorado ne se présente demain comme un gâchis. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est ce sentiment que nous avons. Nous disons que cette région est une région bénie de Dieu. C'est pour cela que tous les autres frères ivoiriens, même au-delà de la Côte d'Ivoire, arrivent là. Mais si nous ne faisons pas très attention, cette région va être exploitée et puis demain va devenir pauvre et complètement défigurée. Je vous remercie. Et je rappelle le titre de cet ouvrage, La métamorphose du pays Kromène, c'est aux éditions Equinox. Bonne journée à vous. Merci.